mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous. Faire vivre le savoir sur le passé dans notre présent, mettre en relation l'histoire politique et sociale avec les enjeux et les combats d'aujourd'hui, c'est ce que fait l'invitée de ce numéro dont s'autorise à penser, l'historienne Mathilde Larère. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce travail de mise à disposition des connaissances sur les luttes sociales en particulier, de travail de réactivation du passé pour nourrir des questions et des engagements d'aujourd'hui, sur des questions donc brûlantes. Tu le fais de plein de manières, sur plein de supports, mais aussi avec de bons vieux livres. Et celui-ci donc, qui s'appelle « On s'est battu pour les gagner ». Histoire de la conquête des droits en France, pour lequel tu es là aujourd'hui, qui est publié aux éditions du Détour avec de très belles illustrations de Fred Sochard, que beaucoup connaissent justement pour ses dessins politiques, ses images politiques, qu'il diffuse notamment via les réseaux sociaux. La manière dont tu as procédé dans ce livre, qui me plaît beaucoup évidemment, consiste à mettre à l'œuvre ce que tu sais, ton érudition sur l'histoire du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle en particulier, mais pas seulement, centré sur les mouvements sociaux, sur ces conquêtes. On parle toujours d'acquis sociaux, enfin la droite parle des acquis sociaux pour faire oublier que ce sont des conquêtes. Tu pars donc d'épisodes de citations en particulier que l'on trouve à travers la documentation, à travers les publications de ces époques-là, pour les expliquer et les mettre en relation avec ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait, parce qu'en fait, je pars aussi du principe que les droits humains, de façon générale, donc droits politiques, droits sociaux, droits des travailleurs et travailleuses, droits reproductifs, sont actuellement en permanence en discussion et, on ne va pas se mentir, en menace. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écrivais, un nouveau droit était soit menacé, soit effacé, enfin voilà. Et que donc, il me paraissait super important d'en faire cette histoire dans ce contexte de détricotage général des droits. Donc c'est vraiment une réaction à une espèce de ras-le-bol et une façon aussi de rappeler que, ce sont des droits qu'on attaque, alors que souvent, à force de saucissonner en différentes attaques, on a tendance à oublier que c'est des droits, et que deux, comme on les a conquis, effectivement, c'est pas des acquis, c'est des conquis, on peut les défendre par la lutte et les reconquérir, si on les a perdus, par la lutte. Donc c'est aussi, je le fais pour dire que la lutte paie, quoi. C'est ça. C'est d'ailleurs, je crois, les derniers mots du livre, une forme de conclusion, d'enseignement qui est tirée de tout ça, puisque cette grande vague de recul sociaux qui a commencé en fait il y a 40 ans, avec le début du développement de l'entreprise idéologique du néolibéralisme, elle consiste aussi à faire oublier. À faire oublier ce qui s'est passé, à faire oublier ce que ça a coûté, à faire oublier que ces droits qu'on veut nous faire passer pour illégitimes, en réalité, ils ont été conquis par des gens qui les exigeaient pour de bonnes raisons, au fond. Oui. Et puis à résumer ces droits aux dates des lois qui les ont enracinés et au nom des ministres ou chefs d'État qui étaient là pour signer le papier qui en a fait des lois. C'est pour ça qu'on se retrouve avec Valdez-Grousseau a donné le droit de se syndiquer, De Gaulle a donné le droit de vote aux femmes, voilà. Comme si ça avait été un acte de générosité. Comme si ça avait été un acte de générosité, comme s'ils avaient eu la moindre part dans le mouvement qui a conduit à faire de ces différents droits des conquis et des reconnaissances certaines constitutionnelles. Donc voilà, et en fait, voilà, c'est toutes ces foules, tous ces mouvements qui sont derrière et qui sont oubliés d'ailleurs, ils ne sont pas enseignés dans les programmes scolaires. Même si on tape les droits humains en France, on a la liste des lois. On n'a pas du tout la liste des combats. C'est extrêmement long, les luttes pour les droits. Faire vivre cette tradition, c'est finalement aujourd'hui une arme. Et la disparition de cette tradition serait un dommage terrible. Je voudrais qu'on prenne quelques exemples, parce que finalement, c'est comme ça qu'on voit le mieux comment tu procèdes et l'efficacité de cette démarche-là. Par exemple, tu es parti d'une déclaration très récente de notre toujours Premier ministre, bien qu'il ait été désavoué par les urnes. Démissionnaire, pas démissionnaire. Voilà, qui continue à occuper le terrain, Attal, qui déclare récemment à l'Assemblée nationale:
personne ne demande un droit à la paresse dans ce pays. Alors c'est très amusant parce que c'est évidemment un point de vue bourgeois, de droite, de classe possédante, mais ça montre l'ignorance totale de ce garçon, puisqu'il y a une tradition très longue autour du droit à la paresse qui a été affirmée par une des grandes figures du mouvement ouvrier, tu le racontes, Paul Lafargue, qui paraît était le gendre de Karl Marx et qui a écrit un livre qui s'appelle le droit à la paresse, ouais. Pour dire il n'y a pas que les bourgeois, il n'y a pas que les possédants qui ont le droit à la douceur de vivre et au repos, ça doit être le droit de tout le monde. Ouais. Et c'est vrai que quand Attal avait prononcé cette phrase, alors il n'est pas le premier, puisque avant lui, c'était Sandrine Rousseau qui, défendant justement le droit à la retraite, avait évoqué l'importance d'un droit à la paresse. Et c'était immédiatement fait attaquer vous valorisez ceux qui glandent dans des hamacs au bord de je sais pas quoi. Et ensuite, c'est parce qu'elle l'avait ressorti que Attal l'avait utilisé. Ce alors que d'ailleurs, autant que je me souvienne, Sandrine Rousseau avait elle-même fait la référence à l'opuscule de Lafargue, mais lui, il l'avait complètement oublié. Et effectivement... La question de la lutte pour la réduction du temps de travail, là, je détaille beaucoup parce que c'est permanent. Enfin, et c'est sur tous les plans. C'est réduire le temps de travail sur la vie, réduire le temps de travail dans l'année, réduire le temps de travail sur la semaine, réduire le temps de travail sur la journée. Enfin, chaque limitation a été l'objet de combats extrêmement lourds. Pour arriver aux 8 heures par jour, c'est des décennies de lutte. C'était un très long processus historique. À chaque fois, c'est des processus très long, avec des allers-retours permanents, avec en permanence, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les réactions du patronat et d'une partie de la classe politique qui est main dans la main avec lui ont toujours les mêmes arguments. Ça va ruiner le pays, avec des affiches. En 1919, c'est le moment où est prise la loi sur les 8 heures, donc... pour laquelle le mouvement ouvrier international se bat depuis les années 80 et une idée qui est dans l'air depuis les années 1830. Et on a des affiches avec la France ruinée, des usines qui tombent en ruine. Donc, on a la même chose en 1936, après le vote de la loi sur les 40 heures. Et on a eu la même chose lors du mouvement contre la réforme aux retraites. Et on l'a encore récemment, un patron du MEDEF expliquait que si jamais le NFP passait et que Lucie Castet devenait première ministre, la France serait ruinée, les patrons partiraient à l'étranger. C'est toujours. C'est d'ailleurs assez drôle parce que résultat, il suffit de sortir des affiches de 36 et de leur balancer en disant « Écoutez les gars, c'est bon, vous nous l'avez déjà fait ». Figurez-vous que la France n'a pas été exactement ruinée à chaque législation qui a limité le temps de travail. Et si on monte plus haut, je crois me souvenir même qu'au 19e siècle, quand il est question de limiter le temps de travail des enfants, cette fois-ci, il y a déjà des patrons qui disent mais c'est pas possible, ça va. Ah mais ils sont furax, oui, ils sont furax. Alors là où c'est compliqué, c'est qu'ils sont pas d'accord entre eux. Oui, les patrons protestants veulent limiter le temps de travail des enfants, mais parce que c'est pour des raisons, il se trouve que les enfants dans la religion protestante doivent apprendre à lire pour pouvoir lire le texte biblique, et donc la scolarisation est plus importante. Et comme ils voient bien que les patrons catholiques, eux, embauchent des gamins qui sont beaucoup plus jeunes et donc qui en payent comme des moins que rien, ils ont moins de... comment ils appellent ça maintenant? Des coûts salariaux, des charges salariales. Voilà. C'est ça, concurrence déloyale. Voilà, donc ils veulent le faire appliquer à tout le monde pour que eux perdent moins d'argent en n'embauchant pas des enfants trop jeunes. Bon, cela dit, ils les foutaient dans les usines à 10 ans, donc faut pas en faire des philanthropes non plus. Ce qui est fascinant quand on lit cette histoire des argumentaires qui sont opposés, toujours les mêmes, donc aux revendications, jusqu'à Attal et sa sortie là, c'est que ce que l'on refuse aux travailleurs, c'est-à-dire le repos, le temps de loisirs, des vacances, c'est quelque chose que la classe possédante considère au contraire pour elle comme un droit qui peut absolument pas être mise en cause. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui récuse, c'est le fait que les travailleurs pourraient avoir une vie qui ressemblerait à la leur. Alors, ressemblerait...
qui commencerait Ah ben oui, mais de toute façon, là aussi, tu te rends compte, dans l'histoire des droits, de toute façon, les droits sont souvent à géométrie variable. Hein. Des droits qu'on a donnés aux Blancs et qu'on n'a pas donnés aux Noirs, des droits qu'on a donnés aux hommes et qu'on n'a pas donnés aux femmes, des droits qu'on reconnaît aux valides et qu'on n'accepte toujours pas pour les personnes en situation de handicap. De toute façon, l'universalisme proclamé est assez peu présent dans les faits. Donc, effectivement, des droits que l'on donne aux plus riches et que l'on refuse aux plus pauvres. Alors, c'est sur les loisirs, mais pendant très longtemps, ça a été le droit de vote. Hein. Pendant toute la première moitié du 19e siècle, n'ont le droit de vote que ceux qui payent un seuil important d'impôts, excluant de ce droit politique les classes les plus populaires, même les classes moyennes. Donc, voilà, c'est pas parce qu'un droit est proclamé qu'il est pour tout le monde. Hein. Tu as procédé de manière thématique dans le livre par catégorie de droits. Alors, thématique et chronologique, parce que, effectivement, je procède par catégorie de droit, mais au moment où apparaît la lutte pour ce droit. À l'intérieur de... Voilà, parce qu'il fallait quand même... Sachant que chaque lutte dure sur le long terme. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a d'abord donc une lutte pour ce qui s'appelle les droits naturels, hein, parce que c'est comme ça qu'on les désignait à l'époque, mais les droits tels qu'ils sont proclamés dans la déclaration de 1789, puis les droits politiques, puis les droits sociaux, ce qui fait que actuellement, en fait, on continue à lutter, puisque aucune de ces luttes n'a vraiment, en tout cas, de toute façon, aucune lutte pour les droits n'est achevée, puisqu'il y a le risque de les voir attaqués en permanence. Donc, à chaque fois, ça se surajoute. Donc, chaque chapitre commence, enfin, je les fais entrer dans l'ordre du sommaire en fonction de l'apparition des premières luttes pour les défendre. Mais c'est comme un feuilletage, en fait. C'est-à-dire que parmi ces droits naturels initiaux, de départ, il y a en fait la proclamation par la Révolution française, entre autres, du droit à la subsistance ou à l'existence. Je ne sais jamais, c'est entre les deux. Alors, en 89, le droit à la subsistance, il n'est pas là. Pas encore. Non, c'est 93. Hein. Alors, ce qui est difficile, c'est que lors de la discussion à l'Assemblée constituante, donc autoproclamée Assemblée constituante en 89, ils ont d'abord discuté les premiers articles qui posent les droits naturels puis l'organisation du gouvernement, et ils devaient ensuite continuer la discussion et la question de ce qu'on va appeler les droits sociaux, donc droit à la subsistance, droit à l'assistance, droit au travail, droit à l'instruction, aurait dû arriver après. Mais en fait, ce débat n'a jamais eu lieu parce qu'ensuite, il a fallu se poser la question du veto du roi, tout un tas d'autres questions. Et donc, la déclaration a été figée avec ces 24 articles qui sont assez courts, en fait. Donc, on ne peut pas dire qu'ils l'ont refusé. Il n'y a pas eu un vote disant « nous refusons ». Mais ils ne sont proclamés qu'en 93. Quand il y a un changement politique majeur, on passe à une nouvelle phase de la Révolution, puisqu'entre-temps, la royauté a été abolie, la République a été proclamée. Et puis les libéraux se sont fait virer en plusieurs temps, hein, mais c'est le dernier temps étant la journée des sans-culottes de juin 93, qui, virant les Girondins, certains se retrouvant en prison et finiront par perdre la tête, mais installe, pas majoritaire, mais soutenu par une partie de l'Assemblée, et donc de facto majoritaire, les démocrates sociaux. Mais qui ne sont pas encore des socialistes. Hein. Le droit à la propriété, qui est un droit qui est présent en 89, avec les problèmes qu'il peut poser, est encore présent dans la déclaration de 93. Pour que l'on remette en cause la propriété comme droit, il faut attendre Gracchus-Babeuf, le manifeste des égaux, et ensuite toutes les familles du socialisme communiste, sachant qu'au XIXe siècle, on donne les deux noms de façon plus ou moins indifférenciée. Mais cette constitution de 1793... si elle reconduit d'un côté le droit de propriété, elle affirme, ce droit à la subsistance, tout à fait. Inhérent à la condition humaine et en ce sens droit naturel, qui est quand même le fondement, en réalité, de toutes les autres revendications, d'une certaine façon. Ah ben oui, oui. Et qui va être rejeté assez rapidement, parce que cette Constitution n'a jamais été vraiment appliquée, si je ne me trompe pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que la Constitution n'est pas appliquée au sens où les pouvoirs qu'elle devait organiser, par exemple, ce qu'on appelle la procédure de réappel, la possibilité... maintenant, on appellerait ça... quel est le terme ? Ce qui fait... j'ai oublié. Révoquer les élus, non ? Révoquer, le droit de révocation des élus. Bon, ça, c'est pas... Si leur comportement n'est pas conforme donc, à ce qu'ils avaient promis de faire. Tout ça n'est pas appliqué. En revanche, de facto, les droits sociaux commencent à être mis en place. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour essayer d'assurer, dans les faits, les droits sociaux.
sociaux. Tout le travail de la Canal sur les écoles, le maximum des prix. Le maximum des prix est une des applications, ce n'était pas la seule possible, mais est une des applications du droit de subsistance. Donc finalement, les droits sociaux sont ceux qui sont le plus appliqués dans la Constitution de 93 et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 93. Mais effectivement, ils sont tous supprimés. Et là, il y a une volonté claire de les supprimer dans la Déclaration des droits de 95. Souvent, on oublie qu'il y a 3 déclarations. Oui. Puisque donc ce régime de la Convention montagnarde, il dure pas très longtemps. Il dure un peu plus d'1 an, mais voilà, même pas. Ouais. Il s'écroule à l'été 94 avec ce qu'on appelle Thermidor, et finalement l'arrivée au pouvoir de gens qui veulent terminer la révolution. Le retour au pouvoir des libéraux écartés en 93, en juin 93, et qui donc vont mettre en place une république presque encore plus libérale que ne l'était la monarchie. C'est la référence finalement aujourd'hui, la droite et la bourgeoisie française, cette république thermidorienne. Ah oui, non, mais de toute façon, dans le système actuel, il y a énormément de références au directoire. Enfin, et d'ailleurs, ceux qui ont travaillé sur cette période et qui parlent d'extrême centre en parlant du directoire ont pleinement raison. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Serna ou d'autres sur cet extrême centre. C'est là comment cette tradition, c'est-à-dire des gens qui se présentent comme opposés aux extrêmes. Voilà, et puis qui sont très brutaux et autoritaires. En juste milieu. Voilà, la vertu soi-disant du juste milieu. Et puis le mépris des urnes. C'est-à-dire que le directoire, dès qu'une élection ne lui convient pas, alors on n'a pas ça pour l'instant, mais soit dissout l'Assemblée qui a été élue, soit a recours au coup de force et installe le coup d'État comme coup d'État militaire, avec en plus Bonaparte en grand ordonnateur des renversements de majorité qui déplaisent. Mais ça, enfin... on relirait du Boissy d'Anglas, c'est-à-dire l'un de ceux qui est les plus représentatifs de ces hommes du directoire. Franchement, les liens sont évidents avec les discours des ministres démissionnaires, mais pas démissionnaires actuels. Ça nous amène à une question que je voulais te poser, qui m'est venue à la fois en te lisant et en pensant à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, situation assez inédite dans l'histoire de la Troisième République, mais peut-être pas dans l'histoire de France précisément, avec un président qui en définitive ne tient pas compte du résultat du vote et qui a les moyens de continuer à gouverner comme si de rien n'était sur la même ligne. On partait de cette constitution de 1793 dont on n'a pas encore dit, mais si je me souviens bien, elle prévoit aussi le droit à l'insurrection. Dans son article 35, elle dit que quand un gouvernement viole les droits du peuple, le peuple a le devoir d'insurrection, et qui est non seulement un devoir, mais le plus sacré de ses droits. Ce qui rejoint et ce qui maximalise finalement ce dont tu parlais, à savoir cette faculté de révoquer les élus si leur comportement n'est pas conforme à ce qu'on attendait d'eux. Alors évidemment, Thermidor, puis le directoire suppriment complètement cette possibilité. Ça, il n'y a plus l'article 35, ça c'est clair. Évident. Et font tout l'inverse, et tout l'inverse finalement, ça consiste justement à pouvoir gouverner finalement sans aucun contrôle réel de la part des gouvernés, de la population, au nom de la raison politique, du cercle de la raison, comme on dirait aujourd'hui, au nom de ce qui est bon pour tout le monde et que seuls ceux qui sont au pouvoir sont capables de discerner. Alors, je trouve que la situation d'aujourd'hui, ce qui se passe avec Emmanuel Macron, la manière dont finalement les ministres continuent à gouverner, dont Emmanuel Macron met en application ce qu'il avait déjà dit d'ailleurs, ce qu'il avait déjà écrit, à savoir qu'il y a un certain nombre d'éléments dans le gouvernement, les questions budgétaires, les questions de dépenses, qui devraient échapper finalement à la démocratie, au sens où les résultats des scrutins électoraux ne devraient pas pouvoir modifier cette politique-là, à savoir la dépense publique, et donc ça devrait pouvoir on devrait toujours préserver un ordre économique qui serait situé en dehors de la démocratie dans l'intérêt de tous. Ça, je trouve que ça fait penser un peu à ce qu'était le Second Empire. Oui, alors en plus, donc le Second Empire, c'est une autre des... Tout à fait, ouais, mais qui par ailleurs est assez proche du césarisme de son oncle, de Napoléon Ier. Moi, j'ai l'impression que dans le gouvernement actuel, on a deux matrices. Une matrice libérale sur le temps long, qui s'exprime d'ailleurs en 89, qui va vraiment s'installer sous le directoire, que l'on retrouvera dans les monarchies constitutionnelles de 1814 à 1848.
ensuite, et que l'on va retrouver dans ce qu'on appelle la République des opportunistes, donc la République libérale des débuts de la Troisième République. C'est les affairistes qui sont au pouvoir? Ouais, c'est les affairistes, et puis c'est le libéralisme avec faire passer les libertés économiques avant les libertés politiques, une grande suspicion face à la démocratie. Au bout d'un moment, les libéraux sont bien obligés d'accepter le suffrage universel, mais il essaie de le vider de sens. Donc bon, ça c'est une matrice assez longue et qui est facile à retrouver. Et d'ailleurs, tout le discours sur les assistés, on trouve dans des textes, déjà dans des textes de 1790, dans des textes sous le Directoire, dans des textes de Tocqueville, le discours qui voit les plus pauvres comme des assistés et qui n'a de cesse de dire il ne faut surtout pas donner d'aide publique parce que sinon on va en faire des assistés qui n'auront pas envie de travailler. Enfin, je veux dire, c'est du Attal dans le texte ou d'autres dans le texte. Bon, ça, c'est une des matrices. La deuxième matrice, elle est plus césariste. Et effectivement, c'est Napoléon et Napoléon Ier, puis Napoléon III. Quand tu dis césariste, c'est du pouvoir militaire au départ. Enfin, c'est une base militaire. C'est le César. Voilà, c'est l'incarnation du pouvoir dans un homme. C'est l'importance du chef d'État. C'est la présence du suffrage, alors, dit universel pour les empires, parce que les femmes ne votaient pas maintenant universel, mais en refusant d'en tirer les conséquences. Il y a une phrase de Napoléon III que je pense Macron pourrait prononcer en off et ça, enfin voilà, ça, en tout cas, elle pourrait tout à fait sortir de sa bouche, qui est « Je veux bien être baptisé par le suffrage universel, mais je ne veux pas vivre les pieds dans l'eau ». Et ça, c'est Napoléon III. Voilà, je veux pas avoir tout le temps le suffrage universel qui me fait chier. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de nous faire, c'est-à-dire qu'il n'a de cesse de dire « J'ai été élu, l'Assemblée a été élue, et puis quand le suffrage universel lui déplaît, il ne veut plus rester les pieds dans l'eau. » C'est une logique plébiscitaire, au fond. C'est une logique plébiscitaire, sauf que la vraie logique plébiscitaire, c'est que quand tu es désavoué par les urnes, tu te casses. Enfin, je veux dire, De Gaulle qui a repris la logique plébiscitaire et qui a fait des différents référendums des plébiscites. Et donc, quand le référendum de 69 voilà, il en tire les conséquences et il en tire les conséquences et il démissionne. Mais là, non. C'est la logique plébiscitaire, elle ne fonctionne que si le chef de l'État remet vraiment en cause sa souveraineté dans les résultats des urnes. C'est-à-dire que là, même pas. On a l'impression que l'existence d'assemblées, qui existait aussi sous le Second Empire, même si les droits de l'opposition étaient très muselés. Oui, et puis elles n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Non, elles avaient beaucoup de pouvoir, mais quel pouvoir elles ont là ? Puisque justement, un gouvernement peut gouverner tranquillou, continuer à faire des restrictions budgétaires, enfin à prendre des orientations politiques très tranchée, très particulière, alors que l'Assemblée ne suit pas. Ouais, là, tu as une différence avec la matrice plus libérale, parce que la matrice plus libérale est attachée à l'Assemblée. Ouais. Donc, simplement, une Assemblée qu'elle va maîtriser et dont elle maîtrise la nomination avec le suffrage censitaire. D'accord. Seuls les propriétaires votent, quoi. Oui, parce qu'à l'époque, l'impôt est fonction de la propriété, donc seuls les propriétaires votent. En fait, si on fait, évidemment, c'est anachronique, mais le système de vote sous la monarchie la restauration de la monarchie de Juillet, c'est comme si maintenant, celles et ceux qui avant payaient l'ISF, bon, supprimé par Macron, on le sait, avaient le droit de vote. Donc c'est 5% des personnes en âge de voter. Le rêve du patronat. Non, mais ils seraient ravis. Mais ils adoreraient ça. C'est ça qu'il faudrait, finalement. Cela dit, franchement, à dégoûter les gens de la politique, on finit par créer par l'abstention un suffrage censitaire de facto. C'est-à-dire qu'au bout du compte, alors évidemment, il y a des nuances à apporter, mais l'abstention est plus importante dans les classes les plus populaires. Et finalement, moi, à mon sens, le libéralisme ayant à ce point réduit le citoyen à l'électeur et à ce point abîmé la nature démocratique des régimes, qu'au bout du compte, ils ont réussi à remettre un suffrage censitaire sans avoir besoin de mettre des interdictions légales pour le vote des plus pauvres. Mais de fait, les plus pauvres ne votent presque plus. C'est-à-dire qu'entre le fait que les gens ont trop de problèmes pour se préoccuper vraiment de politique, le fait qu'ils ont le sentiment que de toute façon ça sert à rien, et le fait qu'ils y croient plus, à la fin, il y a que les gagnants du système qui continuent à voter. Voilà. Et on se retrouve pas à la même échelle de 5%, mais c'est ceci dit, quand on a fabriqué du suffrage censitaire. Je crois que si on prend une société néolibérale comme celle des États-Unis, qu'on regarde le taux de participation, aux élections, c'est tout à fait effarant. Enfin, c'est une minorité vraiment très réduite. Alors justement, il y a un de tes chapitres qui correspond après la lutte pour les droits
droit naturel, donc qui historiquement est première, et la lutte pour les droits politiques, je crois, dans la lutte pour les droits politiques et avant la lutte pour les droits sociaux, à ces questions électorales. J'ai bien aimé notamment cette citation dont tu parles, parce que tu pars souvent comme ça de citations extraites soit des documents, soit prononcées par les acteurs. Cette citation de Victor Hugo en 1850. Donc pendant la Deuxième République, la première, je crois, a institué le suffrage universel masculin. Et Hugo, qui à l'époque, je crois, n'est beaucoup moins à gauche que ce qui sera plus tard. Il est en train de changer doucement. Ouais. On va dire, il est sur le chemin de devenir l'auteur des Misérables, mais pas encore. Mais il va devoir s'exiler d'ailleurs avec le coup d'État de Napoléon. Hugo dit, regardez l'ouvrier qui va au scrutin. C'est une apologie justement du suffrage universel. Regardez l'ouvrier qui va au scrutin, il y entre avec le front triste du prolétaire accablé et il en sort avec le regard d'un souverain. Donc il y a cette idée que finalement les gouvernés peuvent prendre en main leur droit à disposer d'eux-mêmes. Au fond, c'est la définition de la souveraineté, c'est ce qu'a institué la Révolution française grâce au vote. Il y a ce sentiment à ce moment-là. Ouais, même si, comme je l'explique dans le bouquin, si Hugo écrit ça et d'autres à l'époque écrivent ça aussi, c'est parce qu'ils considèrent que le suffrage universel doit être valorisé parce qu'il va désarmer le peuple et il faut remplacer le droit à l'insurrection par le droit de vote. Et, désarmer au sens littéral. Désarmer au sens littéral. Enlever les fusils, quoi. Exactement. Parce que jusque-là, c'est le mode d'expression politique le plus naturel. Le plus naturel, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, en l'absence de vote et de moyens. Si tu n'as pas de moyens légaux d'exprimer ta contestation, il y a un moment où tu choisis les moyens illégaux et violents. Donc, il y a l'idée que le suffrage, à l'époque universel masculin, va en fait obliger. Il y a une caricature magnifique de Daumier où on voit un ouvrier qui montre qui montre un bulletin et qui dit la voilà ma cartouche. Et en Angleterre, parce que les questions ne se posent pas qu'en France, évidemment, en Angleterre, ils jouent sur la proximité dans la prononciation entre ballot, le bulletin, et bullet, la balle. Ouais. Et pareil, il faut le ballot et pas la bullette. Ouais. Donc cette idée que le suffrage, parce qu'il serait donné à toutes les classes sociales, délégitimerait l'émeute, est très présente. Sachant qu'avant, l'émeute se légitimait, la révolte se légitimait du fait qu'il n'y avait pas les moyens d'exercer sa souveraineté dans le cadre du vote. Donc Hugo, il fait ça pour ça. Hugo, c'est un long texte que je cite un peu plus. Hugo, lui, à ce moment-là, il déteste la révolte. Enfin, ça quand même. Hugo, c'est marrant parce que la plupart des gens vieillissants, ils passent plutôt de gauche à droite, et Hugo, il nous fait l'inverse. C'est plutôt sympathique de la part de ce grand écrivain. Quand même, puisqu'il va être obligé d'être exilé pendant tout le Second Empire. Oui. Il va refuser de se réconcilier avec Napoléon III. Il va refuser de passer 20 ans à Jersey, et puis ensuite. S'il n'en reste aucun, je serai celui-là dans son île. Donc effectivement, mais à ce moment-là, ce qu'il valorise, c'est le suffrage universel comme désarmement, comme pacification, comme instrument finalement au service de l'ordre. Mais ce suffrage universel, très vite, dans les mois, à peine les années qui vont suivre, il l'enlève tout de suite. Il va être, c'est ça, il va être supprimé, et donc le prince-président va faire un coup d'État. En le remettant, c'est ça. Bon, alors ça, c'est l'histoire du bonapartisme. Et là, on a une particularité française, parce que les autres pays n'ont pas exactement la même chose. Mais effectivement, le bonapartisme, le césarisme, quel que soit le terme qu'on utilise, c'est l'existence de la reconnaissance du suffrage universel comme instrument, mais pas d'instrument démocratique. C'est-à-dire, c'est la démocratie... c'est le suffrage universel sans démocratie. C'est a posteriori souvent. C'est-à-dire qu'on propose, on fait un coup d'État, typiquement, et puis ensuite on fait valider par un scrutin, plébiscitaire, par un plébiscite, en disant êtes-vous d'accord avec oui ou non avec les nouvelles conditions institutionnelles. Et puis on fait voter l'armée à registre ouvert et les soldats qui doivent écrire sur un registre oui ou non sous les yeux de leur officier. Donc bon, il y a quand même de fortes chances qu'ils marquent oui. Par la suite, on va redécouper les circonscriptions électorales. Enfin bon, les questions des plébiscites sont tournées de telle sorte que de toute façon, tu peux difficilement répondre non. Enfin. Et puis ça vient entériner un fait accompli qui a été accompli par les sans initiative. Voilà. Sans l'initiative du gouvernement. Mais au fond, ça, et c'est pour ça qu'on parle du gaullisme comme d'un bonapartisme, c'est ce qui, en 1958, ça a été un peu le modus operandi encore
pour l'institution de la Constitution actuelle. Oui, et puis même en 62, quand il s'agit de faire entériner l'élection du président désormais au suffrage universel direct. À 2 reprises, puisque donc, il y a ce putsch quand même qui oblige à remettre les clés du camion à De Gaulle en le laissant faire une constitution. L'Assemblée nationale n'a pas vraiment le choix, sauf à déclencher une guerre civile. Et c'est même pas elle qui va discuter. Ce qui est fou dans la 5e, c'est que ce n'est pas une assemblée qui a discuté de la constitution. C'est le même processus finalement que en 1814. Dans les 2 cas, dans notre histoire, c'est les 2 cas où ce n'est pas une assemblée constituante qui, en débattant, a arrêté un texte constitutionnel, mais où ça a été décidé par une commission ad hoc et bien contrôlée par le chef de l'État. Ce que l'Assemblée a voté contrainte et forcée par le putsch militaire et la menace d'une intervention, il y avait quand même des mitrailleuses qui étaient installées au rez-de-chaussée de l'Assemblée nationale parce qu'on pensait que l'armée française allait arriver d'Algérie pour imposer ce changement de constitution. Et ce que l'Assemblée vote finalement, c'est les pleins pouvoirs de Gaulle pour proposer une constitution qui va être validée ensuite de façon démocratique, mais a posteriori par un plébiscite qu'on appelle référendum. Et ça rappelle ce modus operandi napoléonien. C'est une vieille tradition française. En somme. Ah oui. Coup d'État permanent, a dit Mitterrand, mais qui ensuite a trouvé que le costume était bien confortable, en fait. Et on ne peut pas dire qu'il ait vraiment changé. Je crois qu'il avait même eu le culot de dire, Mitterrand, donc, qui contestait cette manière de faire, qui a écrit un livre qui s'appelle, comme tu disais, Mitterrand a eu le culot de dire « Les institutions étaient dangereuses avant moi, elles le seront après moi ». C'est-à-dire qu'une fois que lui bénéficie du résultat, il s'en accommode très bien. Dans la chronologie de développement de ces droits, donc, les derniers chapitres concernent des choses très actuelles, même si tout ce qui précède est encore en jeu, est encore menacé. Les droits reproductifs, les droits des sans-papiers, et puis les droits des LGBTI+. Ce sont les derniers chapitres de ton livre. Ouais. Alors là, la difficulté, c'est que j'avais essayé, parce que moi, j'aime pas faire des chapitres où je ne parle, par exemple, que des hommes, et puis après un chapitre femmes. La logique séparatiste de l'écriture de l'histoire qui, au mieux, met un chapitre femme, mais en général, met un encart femme, ou un encart LGBT, ou un encart étranger. Donc, j'ai vraiment essayé, dans les chapitres précédents, de poser en permanence la question de l'égalité des droits pour tous les gens, toutes les classes, toutes les orientations sexuelles, etc. Mais en même temps, il y a un certain nombre de choses qui ne consacraient que les catégories et qui ne relevaient pas de l'égalité des droits. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai hésité un moment à faire un chapitre sur les droits des personnes en situation de handicap. Mais c'est plus une question d'égalité d'accès aux droits. Donc finalement, je l'ai traité dans l'égalité d'accès aux droits. En revanche, les droits reproductifs concernent directement les femmes. Et là, donc c'était plus logique de faire un voilà. Et la question des sans-papiers, j'aurais pu très bien le mettre dans les autres chapitres, mais d'abord ça devenait très compliqué à tenir, et puis j'ai fait le choix de traiter dans les chapitres précédents de la question de l'accès aux droits, de la reconnaissance des droits des étrangers en situation régulière, et pour faire un chapitre sur la question de ceux qui sont en situation irrégulière, ce qui permettait de poser la question de l'accès au droit à la nationalité. Donc c'est pour ça que je les ai isolés. Tu reprends au fur et à mesure de ton travail aussi des slogans d'aujourd'hui. Bah oui. C'est ça, je trouve, qui fait la puissance de la démarche. Ce qui montre qu'en fait, les droits sont toujours menacés, toujours défendus, et qu'il y a cette continuité à la fois joyeuse parce que c'est une continuité de lutte et triste parce que c'est une continuité de menace entre les droits les luttes pour les droits dans le passé et les luttes pour les droits maintenant, quoi. L'un des très rares droits qui semble échapper pour l'instant, en tout cas, au détricotage en France, parce que c'est pas le cas ailleurs, c'est le droit à l'avortement. Donc la loi Veil, donc, puisque on reprend toujours le nom d'une personnalité. Alors en l'occurrence, c'est certainement pas une référence déshonorante, puisque de fait Simone Veil a été extrêmement courageuse et elle s'est battue en particulier contre son propre camp politique en 1974. Mais ce droit-là, il semble être préservé, peut-être parce sa promotion est utilisée stratégiquement, éventuellement, pour renier d'autres droits. C'est peut-être ce qu'on pourrait faire. Oui, c'est possible. De fait, il est
il est moins coûteux pour un libéral, hein, parce que la logique actuelle, elle est quand même celle de la famille politique des libéraux, et la question de la maîtrise de leur corps par les femmes, bon voilà, c'est pas ça qui va trop changer ce qui tombe dans les poches d'un actionnaire, hein. Reste que là où on fait le lien, et je le rappelle dans mon bouquin, c'est que c'est bien beau de reconnaître l'interruption volontaire de grossesse. Alors, même pas comme un droit, hein, parce que je reprends toute cette histoire récente, mais ça avait été proposé dans la reconnaissance dans la Constitution sous le terme de droit, puis c'est devenu liberté, et liberté garantie. Mais en fait, c'est bien pour ça que quand on a manifesté le 7 mars dernier de nuit et le 8 mars le lendemain de jour, il y avait beaucoup de pancartes sur l'avortement n'est pas une liberté mais un droit, c'est mon droit. Et donc c'est pas la même chose, parce que la liberté c'est une possibilité juridique, voilà. Le droit c'est une possibilité opposable, réelle. Hein. Ça veut dire que si on ne permet pas à une personne enceinte l'accès à l'interruption de sa grossesse, c'est opposable devant un tribunal. Entre les deux, il y a une question économique et une question de service public. Et voilà. Et en fait, les atteintes actuelles en France, évidemment, tu le rappelles, et oui, parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on voit ce qui s'est la Pologne. Bon, ne surtout pas imaginer que le droit à l'IVG est absolument sécurisé au plan juridique. Reste que si le gouvernement continue les attaques sur l'hôpital, il devient extrêmement difficile de facto d'interrompre sa grossesse. Donc la mise en danger actuelle de l'interruption volontaire de grossesse par le néolibéralisme, elle est réelle. Donc voilà, on le reconnaît dans la Constitution, on le reconnaît de telle sorte que ce ne soit pas un droit opposable. En attendant, sur le terrain, il y a toujours des femmes qui se retrouvent en situation de ne pas pouvoir avorter. Ça fait penser aussi, je trouve, à une certaine forme de conflit possible organisé par l'extrême droite entre certains types de droits. Je pense à la façon dont aujourd'hui l'extrême droite identitaire, en tout cas en apparence, met en avant un certain nombre de droits des dernières générations, hein, notamment droits des homosexuels, ou éventuellement droits des femmes, pour les retourner à des fins racistes contre des populations qui sont présupposées finalement ne pas être capables de reconnaître ces droits. Comme argument, alors qu'on sait qu'historiquement l'extrême droite s'est toujours opposée à ces droits, mais aujourd'hui elle les met en avant en visant implicitement ou explicitement certaines catégories de la population. Mais ça, c'est le problème de toute l'instrumentalisation du féminisme par l'extrême droite, hein, qui ne va se préoccuper des violences sexistes et sexuelles que quand les auteurs de ces violences sont d'origine étrangère et de couleur de peau qui leur déplaît, et ne voit absolument pas les VSS des hommes blancs de leur propre rang. Donc ça, effectivement, il y a cette instrumentalisation qui est dégueulasse et qui est proprement raciste. Il y a cette embûche-là, finalement, du jeu autour des droits, quoi. Enfin, c'est-à-dire oui, parce que, et puis sur d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser, alors ça, ils le font moins maintenant parce que ça paye moins électoralement, mais pendant très longtemps, pour attaquer le droit à l'avortement, ils parlaient du droit à la vie. Alors voilà, oui, voilà, tout à fait, tu vois, il y a ça. Alors là, c'est partir d'un autre droit naturel, enfin, c'est instituer un droit naturel un droit contre particulier. Un autre. Voilà. Mais ce qui présuppose que l'embryon est un être humain qui a droit à la vie. À partir du moment où tu reconnais qu'un embryon n'étant pas un être humain, le droit à la vie ne peut pas être utilisé pour lutter contre l'IVG. Bon, voilà. Donc ça, ils sont tout à fait capables de faire ça. Ce que j'essaye de montrer aussi, c'est non seulement les luttes pour les droits, mais comment on a lutté. C'est-à-dire que j'ai essayé, alors c'est pas toujours facile, mais d'être attentive aux différents, ce qu'on appelle les répertoires d'action, donc les différents modes d'action qui peuvent être utilisés par différents groupes en lutte, mais parfois par le même groupe selon les contextes. Et en fait, c'est aussi une espèce d'aide. Vous voyez, par exemple, on peut utiliser ça. La grève de la faim, ça a été utilisé dans tel cas, c'est pas forcément très utile.
ce type de mobilisation a pu fonctionner. Donc, il s'agit de présenter les différents répertoires d'action, de montrer comment ils ont été aussi justifiés dans l'histoire, comment est-ce que l'on justifie la désobéissance civile, comment est-ce qu'on arrive à légitimer l'illégal. Donc, essayer de voir à la fois l'inventivité, mais aussi l'intelligence des répertoires d'action, un peu dans l'idée d'armer pour les luttes à venir, quoi. Un inventaire, au fond, des ressources que le passé donne, en fait. Il y a des leçons à en tirer. Hein, comment est-ce que l'on gagne ? Merci beaucoup, Mathilde Larère, pour ce livre, donc excellent, très agréable à lire, plein de vie, hein, plein de joie, qui réactive le passé. Il en fallait de la joie, parce que franchement, j'ai terminé de l'écrire dans la campagne pour les européennes, et j'ai corrigé le manuscrit juste après la dissolution. La joie, elle n'était pas trop là, hein, il fallait vraiment... c'est important de la garder, parce que c'est ça aussi qui fait lutter. Hein. L'issue, a quand même été moins mauvaise que ce qu'on pouvait craindre, mais il y a de grandes difficultés qui sont devant nous, et plus que jamais, il sera nécessaire de connaître et de faire vivre ce trésor historique des luttes sociales que tu réactives, donc, avec des illustrations, je le répète, de Fred Sochard. On s'est battu pour les gagner, histoire de la conquête des droits en France. Merci Mathilde. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et le soutien du public, le média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Nous avons engagé un recours. Vous êtes déjà plus de 50 000 à avoir signé une pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez, s'il vous plaît, et partagez. C'est sur tnt.lemediatv.fr. C'est vous qui permettez l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent aussi. En soutenant notre antenne. Continuez à nous soutenir, devenez sociétaire de notre coopérative, car nous sommes une coopérative. Faites des dons ponctuels ou mensuels. Rendez-vous pour cela sur tnt.lemediatv.fr.